Merci de m'ouvrir ce champ de discussion et je vois avec plaisir que les PHRC, les PHRIP ont donné 33 millions effectivement depuis leur début. Mais mon discours va se poser sur la structure. Je veux dire, comment peut-on continuer à faire de la recherche sans faculté infirmière qui, elle, concentre effectivement l'ensemble des compétences et des liens avec la clinique. Et on voit bien que la France a décidé à un moment donné de ne pas créer cette structure, même le passage effectivement au LMD, je veux dire, j'en parlerai plus de façon plus approfondie, est pour moi une expérience ratée parce que effectivement les départements de sciences infirmières ne se sont pas créés dans chaque région et n'ont pas structuré les chercheurs, tout l'ensemble effectivement du potentiel, les masters, je dirais même l'enseignement bachelor, comme on peut le voir dans le système européen. L'avantage que j'ai, c'est de communiquer beaucoup avec l'Europe, effectivement, puisque la Suisse est un peu centrale, je veux dire, au niveau des sciences infirmières. Moi, je ne parlerai pas de soins infirmiers, mais je parlerai de sciences, effectivement, puisqu'au doctorat, nous produisons de la science qui est après appliquée dans la clinique, et c'est pour ça qu'on a créé des pratiques avancées. Je veux dire, on verra la position française aussi des pratiques avancées qui me questionnent énormément, je veux dire, sur le sujet, puisque le rapprochement se fait plus du côté médical que du côté du rôle propre. Il n'y a rien d'incohérence, effectivement, dans ce sens-là, mais avant d'aller du côté médical, essayons de développer le côté infirmier. Je veux dire, ça sera nettement plus intéressant. Bon, je vois que mon discours est porteur, j'ai dit. J'avais peur à un moment donné, d'ailleurs, d'aller un peu dans le mur, parce que je me dis, plus j'analyse, plus effectivement, je me pose des questions sur la position française, je dirais, et c'est un peu effectivement la questionnement que j'ai. Lorsqu'on regarde les infirmières dans la société, c'est quand même quelque chose, même en France, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. On est une force politique de par le nom, au niveau européen et même au niveau francophone. 600 000 infirmières, infirmiers, c'est une masse énorme. Et on voit le Québec, rien qu'avec 50 000 infirmières, je veux dire, tout ce qu'ils ont pu faire avancer en étant quand même critique un petit peu des fois au niveau de leur réflexion, au niveau du terrain et des réformes managériales qu'ils ont fait. Une capacité d'innovation, et on le voit, hein, les infirmières, moi quand j'étais 4 sub, je regardais, tiens, me dit, tiens, c'est là, je vais y faire un massage thérapeutique parce que je sais que ça va diminuer l'anxiété. De l'autre côté, de l'autre côté, je voyais effectivement qu'on développait la musicothérapie un petit peu dans les centres. Et je trouvais que cette capacité d'innovation, sa structure, je dirais, était assez intéressante puisque lorsque vous êtes à la faculté, je veux dire, vous avez pléthore effectivement de possibilités de lecture, pléthore de possibilités de vous former, je dirais pléthore de possibilités. Et là, il n'y avait rien, il n'y a aucune structure en France, à part certaines, je veux dire, qui étaient créées de façon, je veux dire, assez innovante, mais rien qui structurait l'ensemble des éléments. Dans les indicateurs de bonne santé, on constate, et de mauvaise santé, on constate un ordre infirmier qui est peu opportuniste, je veux dire, sur les interventions et qui soutient les IPA, alors que pour moi, c'est un non-sens, effectivement, à ce qui est arrivé. Une formation universitaire de premier et second cycle, selon une pensée médicale, je veux dire, aujourd'hui, ça se renforce. Et si on veut pousser plus loin cette réflexion, c'est comment le CEFIEC, comment des organisations ont pu valider ce genre de choses. Et je sais qu'en 2009, lorsqu'il y a eu le passage, je veux dire, au bachelor, j'avais écrit un article assez polémique. Je ne croyais pas qu'il allait faire autant de polémique. C'est l'universitarisation, effectivement, des sciences infirmières ou le retour aux années Bourneville. Hein, vous savez, les écoles Bourneville, je dirais, étaient les premières écoles infirmières où, j'en parlerai un petit peu, l'infirmière pensera que ce que le médecin lui dira. Donc, je veux dire, on était un petit peu dans cette domination et on a bien vu que c'était la faculté de médecine qui donnait la capacité aux infirmières de devenir universitaires. Comment c'est possible, ce genre de choses? Pour moi, c'était absolument incohérent et c'est à partir de là que je suis parti de la France parce que
je me dis, j'ai plus rien à faire. Je veux dire, effectivement, avec un doctorat en sciences infirmières, si c'est la médecine, bien que j'ai de très très bons contacts avec eux, je veux dire, et qui m'invitent régulièrement à leur congrès, je veux dire, j'ai dit à un moment donné, je ne peux plus, je veux dire, aller plus loin. On a quand même effectivement un accroissement des problèmes de santé au travail. On se rend compte aussi que les infirmières perdent du sens dans leur travail. Et je dirais, cette non-visibilité de ce qu'elles peuvent faire et de ce qu'elles peuvent donner et de ce qu'elles peuvent produire est aussi contribue à ce non-sens au travail où on a une dualité entre la productivité du soin, mais du soin technique, et effectivement le désir profond des infirmières et des infirmiers, qui est quand même d'accompagner la personne dans ses expériences de santé et qui, pour moi, est le centre, effectivement, de la discipline. Donc, il y a ce non-sens aujourd'hui et finalement, les écoles ne font plus de plein. Je veux dire, on va arriver à une pénurie extrêmement importante dans les années à venir. Ce que l'adresse, d'ailleurs, nous montre, ce n'est pas un phénomène spécifique à la France et on se rend compte dans tous les autres pays où finalement, cette profession a plus de contraintes que d'avantages et que finalement, elle n'attire plus autant. Mais la France, effectivement, est un lieu sur lequel on peut se poser si les facultés infirmières se créaient. Est-ce qu'il n'y aurait pas une attractivité beaucoup plus importante? Et puis, on se rend compte que dans la position au sein de la francophonie, il y a quand même une stigmatisation de la position française. Moi, quand je vais dans les congrès européens, je rencontre très peu de collègues français. Je dirais un peu mes collègues suisses de temps en temps, ce que je rencontre avec plaisir. Mais on se rend compte que tout ce pan universitaire, je veux dire que l'on a avec l'université du Portugal, par exemple, en Coimbra, ou avec Barcelone, qui est extrêmement productive, je veux dire, ou même Turin, en Italie, voire je veux dire Rome, on a quand même, je veux dire, la structure universitaire a permis ces rencontres, a permis, je veux dire, à un moment donné, de réfléchir ensemble et de poser des projets européens, je veux dire, qui a permis effectivement une visibilité de la discipline, mais aussi ces échanges internationaux, c'est extrêmement important parce que nous avons des problématiques communes qui, au lieu d'émerger, je veux dire, de façon inopinée dans chaque pays, a permis de se structurer au sein de plusieurs pays. Puis c'est toujours intéressant de discuter au niveau européen, je veux dire, des évolutions de la discipline et de la profession, parce que nous avons un poids extrêmement important, même au sein de l'Europe, et ça, les infirmières françaises n'ont aucune connaissance du poids, effectivement, au niveau européen et de la Commission de l'Europe en termes de santé, alors que là, c'est là où tout se décide, et c'est là où tout, finalement, va nous retomber dessus. Donc, la question que je me posais, est-ce que finalement les infirmières françaises auraient du mal à exister en France? Une infirmière peut-elle penser le soin de façon autonome, je veux dire, avec toutes les théories qu'il y a derrière, puisque je vous rappelle que nous avons 200 théories infirmières qui ont été répertoriées. Moi, je travaille avec une douzaine, ça suffit. Je veux dire, parce que, je veux dire, on est plus penché d'un côté ou de l'autre. Et où est-elle une simple exécutante? Et là, de plus en plus, avec la position française sur les pratiques avancées, je me demande effectivement où nous allons aller. Alors, le questionnement que je me suis posé, c'est quels sont les facteurs, finalement, sociologiques, historiques, épistémologiques et politiques qui sont à l'origine de la place de la formation des infirmières en France, qui aujourd'hui se repose, parce que c'est pas parce qu'on a ouvert des postes pour les professeurs anciennes infirmières ou les maîtres de conférences qu'on va créer la discipline. On va créer simplement des postes qui vont être dans quelle faculté? Grande question. Sciences de l'éducation, psychologie. Moi, je pense que ça va être en médecine. Je dirais quelque part qui vont être créés parce que les facultés de médecine, c'est celles qui ont le plus gros potentiel et le plus gros poids, je dirais, au niveau structurel. Donc, c'est elles qui, à un moment donné, ont la capacité de créer effectivement des postes. Pour la petite histoire, lorsqu'on est passé au bachelor, je veux dire en France, moi j'étais professeur associé à Paris 5, donc je connaissais bien le doyen à l'époque, je veux dire, qui a rapatrié l'ensemble des écoles d'infirmières dans son giron. Il me dit, Philippe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, à un moment donné, le ministère me dit d'y aller. J'y vais. Donc, il va rencontrer les directrices, effectivement, d'école. Il leur dit, écoutez, maintenant, vous voulez intégrer la faculté, je veux dire, vous allez suivre mon programme. C'est-à-dire que toute la physiologie, la pathologie, etc. Moi, je ne vais pas créer des cours exprès pour vous. Vous allez venir à la faculté de médecine et vous allez être en première année de médecine. J'ai dit, mais
c'est encore pire que ce que je croyais. Je veux dire, vous allez faire ça? Oui, oui, on va faire ça. Et puis on reçoit des fonds. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a eu des professeurs de médecine qui ont été nommés plus que d'habitude. Et je me suis dit, comment ça se fait? C'est simplement parce qu'il avait intégré, je veux dire, les étudiants infirmiers, là, le quota effectivement de ces étudiants. Et comme les professeurs sont nommés en fonction du nombre d'étudiants et de la capacité, il a eu des ouvertures de postes. Donc on a contribué au développement des sciences médicales jusqu'au bout de leurs professeurs. Je dirais, moi, je trouvais ça absolument aberrant, mais quand j'en ai parlé au CEFIEX, ça ne les a pas perturbés outre mesure. Moi, en tant qu'épistémologie des soins infirmiers, mais aussi effectivement de la discipline, je trouvais ça extrêmement questionnant. Mais on n'a pas pu proposer mieux. Donc, je m'excuse, Amélie, mais je vais parler un petit peu de Florence. Je veux dire, Nightingale, qui est celle qui, un peu, a permis, au niveau scientifique, de sortir les soins infirmiers de l'ombre. Je veux dire, on peut la critiquer, etc., mais c'est celle qui est la plus référencée. C'est pas la seule, et on verra qu'il y en a d'autres. Je veux dire, mais comme elle était dans un système anglais, je veux dire, où la femme, avec une place prépondérante, puisque c'était une culture protestante, et on verra la différence entre les cultures catholiques et les cultures protestantes, je veux dire, où la femme avait accès au savoir, je veux dire, elle a pu accéder assez facilement, je veux dire, en tant que pionnière, aux mathématiques, puisque c'était une mathématicienne de grand renom au départ, et puis quand vous faites des diagrammes, je veux dire, en bâton, ou quand vous faites des camemberts, vous reformulez effectivement ce que Florence Nightingale avait fait très tôt à la guerre de Crimée pour voir à un moment donné comment ça se fait qu'il y en avait qui arrivaient au camp, je veux dire, de santé, comment ça se faisait que les infections se transmettaient en fonction des distances de patients, du lavage des mains, etc. D'ailleurs, on a retenu en France très, très rapidement le lavage des mains. Je veux dire, on n'a pas tenu compte de l'ensemble de ce qu'elle disait, puisque elle s'était concentrée sur tout l'environnement de santé, et d'ailleurs on y revient aujourd'hui, qui permettait aux patients de retrouver ses forces pour pouvoir traverser une situation difficile. Et voyez un petit peu ce qu'elle avait observé, je veux dire l'air frais, la lumière, la chaleur, la propreté, le silence. Et je me suis aperçu que quand j'étais à la direction des soins de l'Hôtel Dieu, l'Hôtel Dieu avait été construit à l'époque sur les réflexions de Florence Nightingale, et j'ai retrouvé effectivement, je veux dire, avec les historiens de l'Hôtel Dieu, les transferts du propre et du sale, je veux dire, qui se faisaient différemment. Déjà, donc, il y avait une culture déjà qui avait transfusé sur la France. D'ailleurs, il y a des écoles qui s'appelaient l'infirmière Florence Nightingale, je veux dire, avec une culture particulière, et on se rendait compte que à un moment donné, on a été très, très pionniers dans les soins infirmiers. Je veux dire, lorsqu'on regarde l'historique, et je vais montrer effectivement qu'à des moments donnés, la France était le centre du développement des sciences infirmières dès 1905, je veux dire jusqu'à 1980, l'école internationale de Lyon, dont on oublie souvent qu'elle a existé, je veux dire, mais qui a permis à un moment donné de rassembler les chercheurs en sciences infirmières et de créer les premiers masters, je veux dire, qui développaient la discipline. Mais on se rend compte que prendre soin de quelqu'un, l'accompagner dans les expériences difficiles, il y en a eu beaucoup qui ont fait ça. Et je veux dire, lorsqu'on regarde l'histoire, Alpha Melis disait, qui est une des théoriciennes infirmières aux États-Unis, sur le concept effectivement de transition, souligne effectivement qu'il y avait à côté du prophète Mahomet, effectivement, une infirmière qui organisait les soins. Alors ça, chaque fois, je veux dire, on se rend compte qu'au Québec aussi, lorsqu'il y a eu les premiers pionniers, il y a eu une femme qui a organisé les soins sur Montréal. On se rend compte que finalement, ces soins, je veux dire, et l'organisation ont souvent été faits par les femmes. Je veux dire, parce que si on revient effectivement à la visibilité, je veux dire, ce qui est à l'extérieur de la caverne, la chasse, etc., c'était l'homme. Et tout ce qui se passait à l'intérieur et dans l'ombre, je veux dire, s'occuper de la famille, s'occuper des enfants, accompagner les morts, les mourants, je veux dire, faisait partie effectivement de l'invisibilité du soin. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré effectivement l'émancipation de la femme, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, le soin reste effectivement quelque chose de très subsidiaire. On s'est rendu compte que Florence Nightingale, pour la petite histoire, avait fait effectivement la première méthode scientifique comme preuve. Elle avait utilisé le devis expérimental et aussi quantitatif pour rentrer aussi dans la perspective médicale. Parce que les médecins, ils vous disent, oui, les soins infirmiers, vous faites du qualitatif, vous faites des choses, qu'est-ce que vous démontrez, je veux dire.
rentrer dans le domaine expérimental. Et moi, en tant que jeune chercheur, à un moment donné, en France, j'ai dû me cantonner au quantitatif pur et dur, l'expérimentation, je veux dire comme il fallait, parce que je devais montrer que j'étais capable de mener une recherche, que j'étais capable de m'aligner sur le phénomène de la preuve. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, le phénomène de la preuve aussi, publié par les ARS et tout ça, c'est quand même le devis expérimental, je veux dire pur et dur, et tout ce qui est effectivement qualitatif, alors que l'expérience de vie d'une personne, les récits de vie, les récits narratifs, moi je travaille beaucoup avec les étudiants sur les récits narratifs de patients, sont extrêmement riches et mieux compréhensibles des fois des situations. Heureusement que nous avons les méthodes mixtes aujourd'hui qui nous permettent de croiser les données. Ça nous permet effectivement d'intégrer la parole du patient. Et comme tu disais, Chantal, les patients font aussi partie des protocoles. Nous, dès l'idée d'un protocole, on a ce qu'on appelle les Senior Living Labs ou les Living Labs, qui sont des lieux où viennent discuter, je veux dire, tous membres de la société sur des problèmes de santé. On rend compte effectivement au Living Lab nos idées de recherche, et à partir de là, je veux dire, les patients peuvent participer à la construction du protocole, c'est-à-dire que à chaque fois, effectivement, à toutes les étapes de construction du protocole, ils sont consultés, ils donnent leurs idées, ils disent ça, vous êtes dans les nuages, on n'en a rien à foutre, nous c'est plus clinique, il faut que vous y alliez. Alors c'est vrai que les chercheurs, nous c'est les théories qu'on essaie de trouver qui tendent à expliquer le phénomène, etc. Et puis, je veux dire, les patients, eux, ils sont sur la clinique pure et dure, donc on est en train toutes les fois de négocier, parce qu'on sait que nos correcteurs ou des experts effectivement des fonds de recherche sont très aussi axés sur les méthodes et sur les contenus. Donc, on est toujours dans cette tension, mais de plus en plus, les patients font partie, à un moment donné, de la construction des recherches. Donc, Florence Nightingale, effectivement, a été la première infirmière chercheuse qui a posé les bases du nursing. C'est celle qui a été la plus publicisée, parce que l'école La Source était une école qui a ouvert un an avant l'école Nightingale, et qui était déjà basée, effectivement, sur le prendre soin de l'autre, mais qui a été peu publicisée effectivement dans le modèle anglophone. D'ailleurs, elle est peu connue, mais dans le modèle francophone, effectivement, c'est une école qui a été extrêmement bien publicisée. Donc elle a donné une orientation des soins infirmiers et a donné une émergence, une construction disciplinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a sorti les écoles, les hôpitaux, elle a dit la discipline prendra acte lorsque les infirmières la formation sortira des hôpitaux et ira à l'université. Et depuis ce moment-là, je pense que la France devrait fermer ses écoles, d'infirmières, aux soins infirmiers, et partir à la faculté, au niveau des universités, même si, chaque IFSI est rattaché à une université, on se rend compte que les IFSI qui se trouvent en bout de chaîne, au niveau des régions éloignées, l'université, ils ne la voient pas souvent. Et la culture universitaire est un élément extrêmement important pour la construction, de l'image des infirmières, et elles ne doivent pas participer à minima, à cette structure universitaire. Et lorsque je suis allé, un petit peu sur les universités pour voir un petit peu quels moyens étaient mis à disposition, on se rend compte que les banques de données infirmières n'ont jamais été ouvertes. Sinal, par exemple, qui est la banque de données centrale infirmière, les universitaires disent non, mais on a PubMed. Je dis oui, mais PubMed, 50% des écrits. Sinal a les 50 autres. Donc si vous voulez faire une revue rien qu'intégrative, il faut pouvoir ouvrir au minimum ces deux banques de données qui, pour moi, et il y en a d'autres effectivement, qui sont, mais étant donné effectivement que ce n'est pas une priorité des universités, ces banques de données restent fermées. Donc, pour moi, à un moment donné, il n'y a pas d'intégration, des soins infirmiers au niveau donc des facultés. Première cohorte 1960, et puis elle a dit à ces infirmières, voyager à travers le monde et développer effectivement, les sciences infirmières. C'est pour ça que les États-Unis ont été très envahis par les infirmières Nightingale, et comme les États-Unis avaient un système très libéral au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir des clients pour ouvrir un cursus, les infirmières étaient très avides de savoir, et donc très tôt, les cursus universitaires infirmiers ont été créés. En 1999, lorsque j'ai fait mon doctorat, il y avait au
à Montréal, qui était le premier doctorat francophone ouvert à l'époque. Aux États-Unis, il y avait plus de 100 programmes déjà de doctorat, je veux dire, présents. Alors, je ne sais pas aujourd'hui combien ils sont, je veux dire, mais ça doit être effectivement extrêmement intéressant. Donc, elle a permis de sortir les infirmiers de l'ombre, de renforcer un esprit de corps professionnel. Je dirais, c'est ça, les premières structures de la profession sont arrivées là par le rapport Flexner 1915, qui pose les structures d'une profession, je veux dire, et entre autres, qui inscrit que la profession doit avoir un cursus de formation long, rigoureux et universitaire. Et ça, c'était non négociable pour une profession. Et aujourd'hui, on a d'autres effectivement éléments qui viennent, comme Abbott, qui vient renforcer cet élément-là en disant qu'effectivement qu'une profession a une zone effectivement de juridiction, c'est-à-dire qu'elle est imputable de façon directe, je veux dire, de ce qu'elle fait au niveau des patients. Et on verra que l'imputabilité des infirmières en France, on ne la voit pas trop. Je veux dire, vous pouvez vous tromper de médicaments, vous allez être imputable. Vous faites une relation d'aide catastrophique auprès du patient, jamais, à aucun moment donné, vous serez imputable. Alors que le centre, effectivement, de la discipline, c'est la relation infirmière-patient, je dirais, qui se joue. Je veux dire, et comment se fait-il, effectivement, que ce centre ne soit jamais imputable et ne soit jamais questionné? Je veux dire, donc, effectivement, on voit aussi à ce niveau-là que l'orientation des soins infirmiers est sur la technicité à un moment donné. Alors, le développement d'une approche infirmière, des concepts fondamentaux dont celui de la santé. Et ça, c'est central. La position et votre vision de la santé conditionnent la façon dont vous allez exercer. Alors, il y a deux... Je suis un peu... Donc, ça va. Il y a deux, effectivement, orientations classiques de Hoffman, je dirais, qui a donné, effectivement, deux grands centres. Le modèle idéal, déjà, vous voyez un petit peu comment a été classé, je veux dire, le modèle de la santé. La santé se définit comme l'absence de maladie. Je veux dire, ça, c'est le modèle biomédical pur et dur, dans lequel, effectivement, nous sommes. Ça leur appartient, c'est très intéressant effectivement de voir comment ils ont construit ce système médical. Le modèle holistique, la santé ne se mesure pas à l'absence de maladie, donc ouvre d'autres perspectives si on voit la personne comme un être bio, psychosocial, culturel et spirituel. Donc vous voyez que les soins infirmiers, c'est 5 dimensions minimum sur lesquelles vous devez vous pencher. Et dans votre activité de soins, on doit retrouver ces 5 dimensions, je veux dire, et dans l'étendue de pratique, on étudie beaucoup aujourd'hui les étendues de pratique des soins infirmiers, je veux dire, on se rend compte qu'ils s'est concentré à 80% effectivement sur ces soins techniques et toutes les autres dimensions que Madame Dallaire a pu donner, je dirais que les modèles de gestion en soins infirmiers ont pu nous orienter, je veux dire, sont extrêmement délaissés et même en psychiatrie, ce qui nous semble assez questionnant, où quand même la relation devrait être centrale, je veux dire, par rapport à d'autres soins effectivement qui devaient être subsidiaires. Le modèle biologique de Bors qui a bâti le modèle médical, a défini effectivement que la maladie, c'était un dysfonctionnement d'un sous-système du corps. Et il a commencé à étudier les symptômes, il a classé les symptômes, et parmi les symptômes, il a fait les maladies. Et il s'est basé sur les statistiques, effectivement, pour déterminer à partir de quel seuil, effectivement, la maladie apparaissait. Lorsque j'étais en philosophie des sciences, j'ai étudié ce système-là pour comprendre, effectivement, la puissance du modèle, parce que c'est quand même assez puissant de dire à partir de quand le symptôme prédit une maladie. Et ça a été quelque chose qui m'a permis effectivement de comprendre qu'il y avait finalement des seuils. La médecine a fixé des seuils, je veux dire, pour déterminer la maladie. On voit, c'est pareil pour l'hypertension, je veux dire, avant c'était 160 sur 90. Les lobbying pharmaceutiques ne vendaient pas assez d'hypertenseurs, donc on a décidé de descendre à 140, 90. Donc on a rentré des gens, sans études très formelles. Est-ce qu'il est plus dur de vivre à 160, 90 ou 140, 90 ? Ça, il n'y a pas trop d'études qui ont donné effectivement d'indications sur ça, mais je veux dire, la médecine a décidé de descendre les seuils, donc on est descendu. Donc il y a tout un pan de personnes qui étaient à 150 qui se sont retrouvées hypertendues du jour au lendemain, alors qu'ils n'étaient pas, je veux dire, 6 mois avant. Donc ils ont pris leurs médicaments et on sait aujourd'hui tous les effets des statines d'ailleurs, je veux dire, ou d'autres médicaments hypertenseurs sur la santé des gens. Bon,
dont la statistique permettait de déterminer les normes de bonne santé. Et ça, cette normalisation, j'ai trouvé ça assez fantastique. Je veux dire, quand est-ce qu'on passe du côté obscur, je veux dire, par rapport effectivement à des données statistiques. La maladie est objectivable, donc ils ont décrit même les stades de façon très précise, et les approches de recherche sont extrêmement quantitatives et expérimentales. Je veux dire, l'expérience du patient n'était pas quelque chose sur lequel effectivement on allait se pencher. Donc vous voyez, mais c'était une puissance extrêmement importante qui quand même a permis un petit peu de voir les choses de façon objectivable. L'approche holistique de la santé, ça c'est la passion des infirmières. Je veux dire, c'est ce qui fait à un moment donné qu'on est infirmière. Et elles ont inscrit le concept de santé dans un concept central qui était extrêmement intéressant à définir. Toutes les théoriciennes, d'ailleurs, ont défini ce concept. On voit effectivement un petit peu celles qui ont évolué. Donc, je vous ai pris de la plus ancienne qu'on utilise toujours en France, d'ailleurs, dans les soins généraux, Anderson, je dirais par rapport aux 14 besoins. Et je me suis rapproché un peu plus, effectivement, de Watson, je dirais, qui était effectivement, celle qui a mis la cohérence entre les différentes dimensions de l'être, de l'esprit et de l'âme. Corps, c'est une harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc vous voyez effectivement qu'il y a une recherche à la fois physique, cognitive, mais aussi effectivement spirituelle, qui est pour elle extrêmement intéressante. Donc elle dit aussi que la santé est associée au degré de cohérence entre le soi que l'on perçoit et le soi que l'on est. Effectivement, il y a effectivement cette adéquation. Et moi, je me base beaucoup sur mes travaux, sur Madame Watson, parce que je trouve qu'elle a une perspective, une dimension spirituelle aux soins qui me semble assez intéressante aussi à développer, bien que j'utilise d'autres modèles aussi. La contribution de l'approche holistique, elle a ouvert un autre pan énorme pour les soins infirmiers. Je veux dire, s'occuper du biopsychosocial et culturel, ça vous donne un champ d'intervention magnifique, mais aussi un champ de connaissances énorme. Pour moi, l'infirmière et l'infirmier, c'est celui qui a une connaissance extrêmement large et qui sait les synthétiser en clinique en 2 minutes. Quand il voit le patient, il sait à peu près cliniquement ce qu'il y arrive, j'espère. Il sait à peu près les interventions qui sont les plus recommandées dans ces cas-là, mais il va tenir compte aussi de sa subjectivité propre et de son expérience pour choisir la bonne intervention au bon moment. Et c'est ça qui fait la plus-value des soins infirmiers, qui est pour moi essentiel, je veux dire, à mettre en œuvre. Antoniowski aussi a été, la personne qui a permis de développer ce qu'on appelle la salutogénèse, je veux dire, par rapport à la pathogénèse. La salutogénèse, c'est s'occuper des ressources des patients plutôt que de s'occuper des déficits. Donc, il nous a obligés à changer les regards. C'est tout le début de la psychologie positive. Je veux dire, qui était effectivement développée effectivement en psychiatrie et que nous avons intégré aussi dans les soins généraux parce qu'on essaie. Je ne vous dis pas qu'on y arrive. Je veux dire, par rapport à l'approche pathogénique qui est centrée sur la maladie. Donc il y a tout un courant dans les années 80 qui a explosé sur ce domaine-là et que l'on retrouve aujourd'hui dans les sciences infirmières comme quelque chose de central de cette approche salutogénique qui permet de mettre les lumières effectivement sur les forces. Aujourd'hui, on est en train de développer un outil avec Madame Bélier, qui est une de mes assistantes, sur les forces et les ressources des patients, comment on les évalue. Je veux dire, donc elle a développé un instrument de mesure assez intéressant, qui est un dialogue finalement avec le patient et qui permet de voir les 21 forces aux ressources des patients, je veux dire, divisées en plusieurs catégories, et qui permet d'avoir un petit peu, une primauté de ce qui arrive. Donc vous voyez, effectivement, aussi, on avait fait un diaporama commun avec ESAV, effectivement, à un moment donné, sur la discipline infirmière, je veux dire, un petit peu pour centrer cette mission intellectuelle. Parce que, effectivement, si vous avez une faculté, à un moment donné, les sciences infirmières vont se développer et vous allez avoir des chercheurs qui vont vous créer des théories, etc. Je dirais qui vont permettre effectivement de produire de la science. On parlait des sciences infirmières, maintenant on parle de sciences infirmières, parce que quand on parlait des sciences infirmières, c'était l'intégration de plusieurs sciences qui nous arrivaient. Aujourd'hui, on est capable de dire
de façon autonome, qu'est-ce que c'est que la science infirmière. Je veux dire, quoique, c'est pas toujours clair des fois pour moi, mais je veux dire, ça c'est des dialogues entre théoriciennes, je veux dire, et qui permettaient effectivement aujourd'hui d'avoir des laboratoires dont on revient de nouveau à une aventure, c'est-à-dire qu'il y a eu, à un moment donné, on a essayé de synthétiser, d'intégrer, et maintenant on développe des pans, je veux dire, dans la science infirmière, je veux dire, qui permettent d'approcher plus pratiquement la clinique et des orientations. Donc dans les sciences infirmières de plus abstrait, on partira du métaparadigme jusqu'aux indicateurs empiriques, ce qu'on appelle le CTE, Conceptual, Theoretical, Empirical, qui permet effectivement de partir des concepts et d'arriver au niveau clinique et qu'il y ait une cohérence entre le concept cognitif. Si on étudie le concept d'anxiété, il va falloir savoir le mesurer, il va falloir savoir l'évaluer, etc. Et il va falloir l'inscrire dans un modèle infirmier à un moment donné que vous choisissez. Ça, c'est une structure classique qu'on apprend aux étudiants. Je ne suis pas sûr que c'est toujours l'élément central. Moi, je m'arrête beaucoup aux théories sans forcément monter plus loin. Et je peux prendre même une théorie, je veux dire, qui n'est pas une théorie du contenu, mais une théorie du processus, une théorie critique. Je veux dire, ça dépend effectivement quel angle je veux attaquer. On s'aperçoit que les savoirs infirmiers sont aussi importants. Je veux dire, empirique, esthétique, personnel, éthique, sociopolitique. Moi, j'agirais aujourd'hui sur le sociopolitique. Vous avez tout intérêt aujourd'hui à prendre une place politique de plus en plus importante. Vous avez les élections municipales où sont effectivement la parole des infirmiers et des infirmières, je veux dire, par rapport aux élections municipales. Moi, j'habite la Haute-Savoie, même si je travaille en Suisse, j'habite la Haute-Savoie, donc à Thonon-les-Bains. On a créé un collectif sur la création des centres de santé, avec les centres de santé communautaires, je veux dire, et on passe tous les candidats aujourd'hui, je veux dire, au débat, je veux dire, avec la signature de charte. Je veux dire, où ils s'engagent, je veux dire, dans la création des centres de santé et en permettant effectivement la création de postes d'infirmières en éducation ou de psychologues. Donc, je veux dire, l'engagement infirmier est à tous les niveaux. Je veux dire, être infirmier, c'est être quelqu'un d'éminemment politique. Je veux dire, le débat sur la santé aujourd'hui est un débat de ressources. Je veux dire, et si vous ne faites pas entendre votre parole, je veux dire, les ressources ira celui qui se positionnera le mieux. Je veux dire, et on voit bien aujourd'hui au ministère, je veux dire, c'est toujours des ministres de la santé, médecins, pharmaciens, etc. Quand est-ce qu'il y aura un infirmier qui sera ministre de la santé? Peut-être nous aurons une autre vision, effectivement, je veux dire, de la santé, je l'espère, je veux dire, à ce niveau-là. Donc, vous êtes une force politique majeure, vous avez toutes les cartes en main, je veux dire, c'est à vous, à un moment donné, de vous émanciper. Je veux dire, et cette désobéissance, je veux dire, forte, effectivement, à ma collègue, je veux dire, vous devez l'avoir, parce que cette désobéissance, c'est revenir au centre des soins et ne pas aller vers la médecine sur laquelle vous n'avez jamais été créé pour être des assistants médicaux. Moi, en tant que citoyen, j'attends un service de soins infirmiers qui me permet de traverser des situations difficiles, de m'accompagner tout au long de ma vie, de m'appuyer lorsque j'ai des problèmes d'adhésion au traitement, de savoir analyser ma systémique familiale parce qu'à un moment donné, je fais ma crise des 40 ou des 50 ans et qu'effectivement, je me pose des questions sur la reconfiguration familiale. Voilà ce que j'attends d'une infirmière et d'un infirmier et pas seulement celle qui va me faire l'injection. Donc voilà un petit peu ma vision, un petit peu peut-être abrupte que je vous laisse effectivement. Cette dualité entre le cure et le care, effectivement, qui existe depuis de nombreuses années, je veux dire, qui se sont développées de façon harmonieuse dans certains pays d'ailleurs, je veux dire, je ne dis pas, mais aujourd'hui il ne faut absolument pas que le cure prenne le pas sur le care, parce que effectivement ce que attendent les patients, c'est surtout le care avant le cure. Je veux dire, et ce qu'a à faire une infirmière avant de faire du cure, parce qu'elle est obligée d'en faire, c'est de garder cette perspective caring, je veux dire, envers la personne qu'elle a en face. Et ce n'est pas incohérent de développer une authenticité, une présence et une sensibilité à l'autre tout en faisant une perfusion ou tout en réanimant un patient. Je veux dire, il n'y a absolument, c'est simplement votre perspective infirmière que vous développez qui fera à un moment donné que vous aurez cette sensibilité à l'autre et ce regard qui fera la différence.
Alors, les facteurs possibles de la position française sur les soins infirmiers, et là je vais attaquer effectivement les structures universitaires. Et je prends effectivement le modèle de Ben David, qui était un sociologue des universités, qui a montré effectivement la plus-value des structures universitaires dans le développement des savoirs. Alors, on sait que le développement des savoirs scientifiques, que les disciplines existent, je veux dire, dans toutes les sociétés, je veux dire, et qu'il suffit à un moment donné de les faire émerger. Donc, la discipline infirmière en France existe. Je veux dire, il suffit à un moment donné de faire la volonté de la mettre en avant. Sachez que dans les années 80, il y avait l'École internationale de Lyon, qui est pour moi la première faculté infirmière qui existait en France, où nous avons Marie-Françoise Collière, que très peu de Français et Françaises connaissent. Et alors que c'était une penseuse du soin qui, pour moi, a sorti aussi l'anthropologie des soins et a montré un petit peu comment la nature des soins, je dirais, existait. Nous avons eu Mordac, nous avons eu Lise la Montagne, etc. Puis nous avons eu des pionnières qui sont arrivées aussi dans d'autres systèmes. Donc nous avons eu quand même des têtes de pont, je veux dire, à un moment donné, qui ont été sur la France. 1905, Madame Chaptal, ne l'oublions pas, je veux dire, nièce de Napoléon III d'ailleurs, qui a créé effectivement l'Amphide à un moment, dans sa première structure et qui a organisé en 1905 le Congrès international infirmier à Paris. Je veux dire, les premières questions: comment une profession devient une discipline et quels sont effectivement les éléments porteurs pour devenir une discipline. Je crois qu'aujourd'hui, on peut reprendre les mêmes questions, aujourd'hui en France, de 1905, un siècle après. Je veux dire, alors que là, effectivement, nous avions les Canadiennes, les Japonaises qui étaient venues, etc. Donc il y avait un congrès international extrêmement important, animé effectivement par cette dame. Alors, les ingrédients favorables au développement universitaire, parce que Ben David parle de ces savoirs scientifiques créés à l'université, l'autonomie de la communauté scientifique. Je veux dire, les CNU sont créés pour les sciences infirmières. Quelle est leur autonomie? Première question. La compétition entre les institutions et les personnes. Plus, effectivement, les institutions universitaires sont en compétition, plus effectivement elles vont créer des cursus, je veux dire, qui vont avec. C'est pour ça que les États-Unis, je veux dire, ont créé très tôt les cursus infirmiers, parce que les infirmières, Yale, je veux dire, les grandes universités étaient en compétition financière entre elles, et donc plus elles attiraient effectivement les gens, plus ça allait. Nous, on a eu un système de grande école en France. Donc, système très hiérarchisé, où on a décidé quels étaient les savoirs primaires, les plus importants. Donc toute université devait avoir une faculté de médecine, devait avoir une faculté de théologie, et une faculté de droit. C'était les trois savoirs centraux au niveau français des universités. Les autres, au bon vouloir effectivement du président de l'université. On voit toute la difficulté de la sociologie, la psychologie à devenir une discipline. Je dirais, elle a dû combattre effectivement dans nos années. Alors ne parlons pas des sciences infirmières qui étaient effectivement sous le mirage et l'enfumage de la médecine, qui ne tiennent pas à avoir une faculté des sciences infirmières. Pourquoi? Parce qu'elle serait plus importante que la faculté de médecine, et donc elle aurait un pouvoir extrêmement important au conseil des universités et au niveau de la présidence effectivement de l'université, et même pourrait prétendre à devenir recteur effectivement d'université. Alors vous vous rendez compte, une infirmière recteur de l'université, pas possible, je dirais. Et comme vous savez que les facultés, c'est un partage d'argent aussi, on ne va pas effectivement partager avec les sciences infirmières, parce qu'effectivement ça coûterait extrêmement cher et ça diminuerait la capacité. Donc le choix effectivement des premières facultés a été développé dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, première formation universitaire bachelor 1921. La France a fait le choix des grandes écoles orientales et savoirs nobles, comme je vous ai dit, les trois savoirs nobles, et le système effectivement induit des difficultés à ménager les disciplines secondaires comme la psychologie et la sociologie. Les facteurs sociopolitiques aussi à l'aube du XXe siècle font encore des impacts aujourd'hui. Entre le monde rural et le monde urbain, entre Paris et la province, puisqu'on sait que Paris décide pour toute la province, il suffit que Paris éternue, la France s'enrhume, et on se rend compte qu'effectivement, nous avons des décisions très centralisées, et aussi pour les universités, ce qui n'est pas bon, effectivement, pour un petit peu, même si on a essayé de libéraliser les universités sur la création, je veux dire, des budgets et des postes universitaires, il reste que ça reste extrêmement limité.
Le débat sur la laïcité font rage aussi, je dirais, on revient encore à ce débat sur la laïcité. Une période de déclin démographique et l'image d'un véhicule aussi, effectivement, véhiculée de la femme. Et on s'est rendu compte que dans les sociétés catholiques, par rapport aux sociétés protestantes, la place de la femme a été extrêmement différente dans l'accès au savoir. Comme je vous ai dit, la perspective dans le catholicisme, c'est que la femme reste au foyer, effectivement, et participe à la reproduction de l'espèce. Ça, c'est sa première tâche. Et dans les années 40-50, encore, c'était encore cette perspective. Même s'il y a une émancipation de la femme, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le partage des tâches, c'est une dune de 2010, effectivement, qui a été renouvelée en 2015. On se rend compte qu'il y a quand même un partage qui n'est pas très équitable encore. Et on se rend compte finalement de la faiblesse, effectivement, des femmes dans la société française. Par contre, dans les sociétés américaines, je veux dire, où elles étaient d'orientation protestante, on se rend compte que le féminisme a été beaucoup plus important, la prise du pouvoir des femmes a été beaucoup plus importante, et comme le nursing est à 90% féminin, je dirais, elle a monté aussi en grade, et elles ont fait du nursing leur bataille, je dirais à un moment donné, pour leur émancipation. Et donc, il y a aussi ces cultures effectivement religieuses qui ont effectivement interféré avec la France. Et puis, XXe siècle, on a eu les plus grands chercheurs, médecins français, qui ont dit on va tout résoudre. Je veux dire, Pasteur est passé par là. Après, c'est nous. Je veux dire, on a les plus grands neurologistes, je veux dire, au niveau de la Pitié-Salpêtrière, qui disaient ne vous en faites pas, on va résoudre effectivement tous les problèmes de la médecine et tous les problèmes effectivement des patients. Et cette scientifisation de la médecine, qui ont créé très rapidement les académies de médecine, je veux dire, entre chercheurs. Je vois d'ailleurs, j'ai fait un petit check sur les sites internet, je vois que les infirmières de pratique avancée créent une société savante. Ça me laisse interrogateur quand même. Bon, je veux dire, on pourra en discuter, mais une société savante, c'est quand on arrive à un certain niveau de compétences universitaires et niveau de production, qu'on est capable à un moment donné de faire des recommandations internationales. Je ne suis pas sûr que les pauvres IPA qui sortent aujourd'hui soient capables aujourd'hui de faire des recommandations internationales sur les soins infirmiers de pratique avancée. Donc on peut effectivement, les facteurs culturels aussi, les croyances au scientisme triomphant, on a tous cru effectivement que la médecine allait tout résoudre, et c'est la pensée positive effectivement qui est arrivée là avec les devis expérimentaux, je dirais qui ont pris dès les années 40 effectivement la seule forme de preuve qui pouvait exister et qui a continué longtemps et aujourd'hui aussi, même dans les différents pays européens aujourd'hui, je veux dire, ça reste le Graal. Je dirais, si vous voulez décrocher des gros fonds de recherche, il faut partir par ce devis expérimental, même si vous faites des méthodes mixtes. Donc, on voit aussi un petit historique de la formation infirmière en France. D'un premier, effectivement, qui a créé la formation infirmière, ça a été le docteur Bourneville. Voyez ce qu'il écrivait sur l'entrée de l'école de la Pitié-Salpêtrière, qui est la première école infirmière dirigée par Bourneville. L'esprit général qui doit dominer tous les actes infirmières est un esprit de subordination absolue aux ordres du médecin. J'ai retrouvé cette plaque, effectivement, en haut de l'entrée de l'école de la Pitié-Salpêtrière. Et je veux dire, en 1905, c'est pas si loin, hein, il y avait Chaptal aussi qui était là-dedans. Et donc, je vous donne sa conception de la formation, etc. Mais ça, vous pouvez aller le voir. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Il a créé la première école féminine, donc l'école des femmes et l'école des hommes à Bicêtre. Mais il a fermé très tôt l'école des hommes parce que c'était... comme il recrutait, si vous voulez, dans des gens qui n'avaient peu de culture et qui étaient un peu rejetés par la société, il y avait beaucoup d'alcoolisme et de violence. Donc, il a fermé très tôt l'école de Bicêtre. Et ce qui était assez intéressant, et comme je connaissais la coordinatrice des soins de la Pitié-Salpêtrière, avec qui je travaillais, j'ai dit, mais les locaux de la direction des soins, c'était les chambres des infirmières. Je veux dire, parce qu'il n'y avait que des mansardes, je veux dire, dans cette direction des soins. J'ai dit, c'est assez symbolique quand même que vous retrouviez dans les chambres des infirmières la direction des soins. Pour moi, ça montre quand même votre place que vous avez aux soins. Ah, 3 minutes, merci. Ah, c'est toujours terrible, et moi. Hein. Donc, Léonie Chaptal, je dirais, a été une aussi qui s'est battue, mais pour un rôle beaucoup plus ouvert de la discipline infirmière, je veux dire. Et vous avez Anna Hamilton, qui a créé l'école de Bordeaux,
Pour la petite histoire, Anna Hamilton était la première femme médecin qui n'a jamais pu exercer parce que la clinique était réservée aux hommes. Donc elle s'est orientée vers la formation des infirmières. Et elle a créé donc l'école de Bordeaux qui est restée jusqu'à les années 80 en relation avec l'école effectivement de New York. Je dirais, il y a eu des échanges extrêmement importants qui se sont faits entre les deux écoles. Le CEFIEC est passé par là, a coupé les ponts et terminé. Il n'y a plus effectivement d'échange entre les deux. Alors, la profession infirmière, un quai pouvoir disséminer Infirsim, je finirai par ça. Une profession de santé établit un contrat social avec la population. Ça a été mon premier travail de doctorat, je dirais, où d'ailleurs avec Dave Holmes, que vous connaissez sûrement, je dirais, on a établi le contrat social des infirmières avec la population. Quelle est notre mission sociale que nous devons développer avec les besoins des patients? Et là, nous avons fait, par rapport effectivement au contrat social que l'on peut connaître, qu'est-ce qu'on proposait à la population, je dirais, par rapport à leurs besoins. Je dirais, on s'est rendu compte que les orientations étaient extrêmement larges, je dirais, et par rapport aux problématiques de chronicisation des maladies que nous avons aujourd'hui, la prise en charge globale était un élément extrêmement important. La profession infirmière en France ne finit pas de se professionnaliser sans s'autonomiser et on se rend compte qu'il y a des spécialités, on trouve tout ça, mais finalement, si on revient à l'essentiel, où se trouvent les départements des sciences infirmières qui permettent à un moment donné de se professionnaliser. La multiplicité des associations qui ne regroupent que 5% des infirmières, donc on voit à un moment donné qu'il y a peu d'engagement au niveau de la profession. Une profession qui n'a pas su prendre un envol malgré les formes successives, car maintenue à l'état de semi-profession, étant donné à un moment donné que votre rôle propre n'est dirigé en acte et non pas effectivement en compétence, pour moi effectivement c'est un grand élément important. Et je finirai aussi par le contrôle médical et administratif de la T2A. Alors quand la T2A est sortie, j'ai dit on va droit au mur parce que c'est les actes médicaux qui sont les plus importants. Où sont les soins infirmiers? On m'a dit c'est une variable d'ajustement. Je dirais comment une variable d'ajustement? Je dirais les soins infirmiers. Donc, on participe un peu à la tarification, etc. Nous sommes les plus importants quand j'étais au CHU Cochin. On était les plus importants effectivement à la direction de soins. On était pratiquement 8000 personnels non médicaux, je dirais, et les médecins, vous êtes 500, je dirais, et c'est nous qui sommes une variable d'ajustement. Je dirais, quand j'ai dit effectivement ce genre de choses, ça n'a pas plu effectivement au domaine médical. Mais j'ai beaucoup débattu sur la T2A et les limites de la T2A. Et je me suis rendu compte que les médecins sélectionnaient leurs patients avec la T2A. J'ai vu à un moment donné flamber les coloscopies. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, la CATSUB du département me dit, je ne sais plus quoi faire. Écoute, Philippe, il faut faire quelque chose, je ne sais pas. Alors, je vais voir le gastro, qui était le président de la CME à l'époque. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe pour les colos? Il me dit, écoute... à 40 ans, tu as une diarrhée qui dure, ou une constipation qui dure 15 jours. D'habitude, on le mettait sous traitement. Coloscopie, acte très rapide, qui coûte beaucoup. Donc, je fais tourner mon service. Et voilà. Donc, on est rentré dans une rentabilité d'actes. Très intéressant. Je veux dire, les soins infirmiers, on n'en avait rien à foutre. Et effectivement, la T2A n'a fait que confirmer, je veux dire, l'approche de Bourse sur les actes médicaux et a finalement orienté les débats. Lorsque je vois je finirai par ça, lorsque je vois les médecins-chefs aujourd'hui de la Pitié-Salpêtrière, je veux dire, etc., montrer qu'ils démissionnent de leur poste. Mais là, ce que vous écoutez le discours, c'est parce qu'il n'y a plus d'infirmières. Je dirais finalement, et il montre à un moment donné que c'est les professionnels soignants et pas paramédicaux. Alors un jour, si au moins il y a quelque chose que vous faire sauter, c'est la notion de paramédicaux. Vous êtes des professionnels de santé, je dirais autant que médecins, mais vous n'êtes pas des paramédicaux. Parce que paramédicaux renforce l'idée que vous contribuez au médical. Je dirais, et tout est fait, effectivement, dans le discours et dans, je dirais, la politique pour que vous restiez au second plan. Réveillez-vous, et je dirais ça en terminant, réveillez-vous, l'avenir est à vous, et moi en tant que futur client, je dirais de vous, je dirais, j'espère avoir une infirmière qui prenne soin de moi, plutôt qu'il me fasse des actes médicaux. Merci de m'avoir écouté. Alors,
Alors, merci Philippe pour ta communication qui s'inscrit clairement dans un discours provocateur. Hein. Oui. Et ce discours provocateur, il va nous permettre à tous d'exercer l'art de la disputation, hein, notre art de la disputation qui est au cœur de tout processus de recherche. Et donc, moi j'aurais 1000 questions à te poser, mais bon, je vais laisser d'abord la parole à la salle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions à poser. Vas-y. Je vois une question ici. Sur le mot de provocation, Chantal, revenons à l'étymologie. Mettre en avant les vocations. Voilà. Merci. Merci Philippe pour ton intervention. Je partage plein de choses de ce que tu as dit. Alors nous, on est en psychiatrie, c'est pas tout à fait la même histoire, puisqu'on était avant Nightingale avec Pussin, qui a publié au moins le récit d'une visite à domicile. Donc c'est pas tout à fait la même histoire. Nous, la T2A, on n'y a pas eu droit, donc on n'est pas tout à fait sur le même registre. Hein. Mais bon, ça reste quand même... valide. Je me dis qu'on ne peut pas fonder une discipline scientifique sur un statut. Non. Or, science infirmière, c'est un statut. On peut fonder une discipline scientifique sur le soin, à définir ce qu'on entend par soin, mais on ne peut pas fonder une discipline sur infirmière. Enfin, c'est comme s'il y avait des sciences charcutières, plombières, électriciennes. En ça, il y a quelque chose de ridicule. Et aussi longtemps... Alors, ça, c'est un problème français. Du côté américain, c'est nursing. Et nursing, on n'est pas du tout dans la même nuance. La nuance n'est pas la même, oui, absolument. La sémantique, des fois, pose problème, comme le caring, on a dit prendre soin, et c'est beaucoup plus, effectivement, que prendre soin. Effectivement, les traductions, on a du mal, des fois, à transmettre, effectivement. Moi, je dirais, je garderai les mots anglais sur certaines choses, parce que, effectivement, ils évoquent beaucoup plus une globalité qu'une réduction par le français qui est beaucoup plus, des fois, précis et beaucoup plus évocateur et réducteur. D'autant plus que nursing, à l'origine, c'est un mot français. Nurser, oui. C'est nourrir au sein. Donc, on pourrait tout à fait reprendre l'expression nurse sans succomber à un anglicisme. Oui, tout à fait. Mais n'empêche que, de fait de parler de science infirmière, forcément, ça pose à un moment donné, si on se réfère non plus au statut mais au rôle, à médecin. Si on est sur des sciences du soin, on n'est pas en affrontement, on n'est pas en opposition au monde médical, parce qu'il leur arrive aussi parfois de faire du soin. Oui. Et ça serait beaucoup plus intéressant stratégiquement de le penser comme ça. Je pense qu'ils ont essayé, parce que dans les professionnels de santé, nous sommes nombreux. Hein, je veux dire, il y a les ergots, les physios, les kinés, etc., les sages-femmes, qui ont développé la maïotique de façon assez importante. Je crois qu'à un moment donné, à un moment donné du stade de développement, chaque profession a essayé de se discipliner en créant son savoir propre. Je dirais, c'est pour ça, effectivement, qu'à un moment donné, les disciplines se sont créées, pour structurer, tout simplement, une profession en créant son savoir universitaire propre, parce que c'est plus un effet de visibilité qu'un effet forcément épistémologique ou ontologique. Il y a une autre question. Allez-y. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur la soumission. Et je suis infirmier, je m'appelle Tristan, je suis infirmier en centre hospitalier dans les Pyrénées-Orientales, donc en psychiatrie, unité d'admission. Il y a un an, on était en formation prévention, sur isolement contention à Toulouse. Votre hôpital avait fait une présentation sur la prévention primaire de l'isolement contention. Monsieur était à la mallette. Du coup, on revient tout enthousiaste. Le cadre est OK, nickel. On monte le projet, groupe de travail, prévention primaire. Le psycho est chaud, il s'inclut. C'est un penseur un peu à côté, souvent, le psycho chez nous. Il est lacanien en plus, donc il n'est jamais d'accord. Ah, ça, il y a des écoles comme ça. Hein. Mais c'est super intéressant parce qu'il est indépendant. Donc, du coup, il se joint à nous. Groupe de travail, donc on se met d'accord après la réunion de transmission de 14h à 15h. Il y aura une partie de l'équipe qui est là, qui est dispo, qui vient, et une partie de l'équipe, un membre de l'équipe qui doit rester pour bosser pendant 1 heure sur le groupe de travail, comment mettre en place des actions de prévention primaire, de l'isolement contention. Nickel, un peu ce que vous nous aviez présenté.
Hop, et donc on parle sur la relation à l'immédiateté des patients, et que des fois, quand on ne répond pas à la demande de suite, ça fait monter, on rentre dans l'escalade de l'agressivité. Et là, d'un seul coup, le psycho nous regarde et fait « Mais est-ce que vous pouvez parler de la relation à l'immédiateté du médecin ?» Qu'est-ce que tu racontes, Denis? Mais oui, enfin, le médecin, quand il vous demande quelque chose, vous arrêtez ce que vous faites et vous le faites. Et je dis, c'est vrai. D'un seul coup, toc, 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 qui est là? Le médecin arrive, chef de service. Je comprends pas, il n'y a pas d'infirmier pour faire les entretiens. Ah oui, d'accord, pardon. On s'est arrêté, on est parti. Fin de groupe de travail. Et honnêtement, et le psycho nous dit, mais regardez, c'est QFD, voilà. Et que fait le cadre? Le cadre, il est faisant fonction. Ça fait 1 an qu'il est là, il attend qu'on lui paye son école. Parce que, pour la petite histoire, je veux dire, lorsque je suis revenu du Canada, donc j'ai réintégré les hôpitaux français, donc pour implanter ma recherche. Et c'est l'hôpital de Rodez qui m'a ouvert les portes. Vous voyez que... Oui, il y en a de Rodez? Ah, très bien. J'étais cadre de l'AREA et des urgences et du SAMU. Donc... Et c'est l'hôpital Rodez avec Madame Duménil, je veux dire, Guillemin, qui m'a ouvert les portes, qui m'a dit, écoute, je te donne les clés, tu fais ce que tu veux, je veux dire, et puis tu fonces et je te donne des heures pour faire ta recherche et le personnel qu'il faut. Lorsque je suis rentré au service de réanimation, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc j'ai développé des audits. Très rapidement, j'ai fait fermer l'AREA en 3 mois. Et une reconstruction des rats. Donc, tout, effectivement, c'est l'argumentaire. Je dirais, la méthode scientifique vous permet aussi, en tant que cadre, au cadre supérieur, d'avoir un argumentaire implacable. Je veux dire, j'avais effectivement du staphylocoque doré qui se baladait, je veux dire, dans les tuyauteries, etc. J'avais effectivement des lits, je veux dire, non adaptés qui développaient des escarres, enfin, tout un tas de choses, effectivement, que j'ai analysées. Je veux dire, et j'ai dit au directeur, écoutez, là, il va falloir arrêter parce que si on a des infections dans l'eau, ça risque quand même à se balader un peu comme il faut. Donc, je me suis engagé, j'ai dit, alors que je prenais le poste, je me suis engagé, j'ai dit non, ça ne peut pas durer de cette façon-là. Il faut absolument, et j'ai monté toutes les statistiques, l'analyse terrain, l'analyse effective. Il y avait une infirmière pour 4 patients de réanimation. J'ai dit, écoutez, on court à la catastrophe. Je veux dire, j'ai noté tous les incidents, etc. Donc la démarche scientifique, même si vous êtes dans la clinique, vous permet d'avoir des argumentaires extrêmement pertinents et d'avoir un leadership, je dirais, de démontrer ce que vous croyez. Je dirais, et moi, en tant que cadre, ça a été effectivement la chose la plus importante que j'ai apprise de mon doctorat, c'est ce positionnement et ne jamais reculer, je dirais, quoi qu'il arrive. Merci. Une dernière question. Alors, ouais. Ouais. À paramédical, moi, ça m'a toujours choqué. J'ai dit, tiens, avec l'ordre infirmier, ça va sauter. Je veux dire, parce que le principe d'un ordre infirmier, c'est de remettre au centre, je veux dire, la profession. D'ailleurs, quand j'ai été à côté, qui dessert le central aussi, je dirais. Oui, mais moi, je le conçois comme ça. Enfin, bon. Parce que lorsque je suis revenu sur la France, effectivement, j'étais à Rodez. Après, je suis parti comme cadre supérieur à l'école des cadres de la Pitié-Salpêt. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir avec mes collègues parisiens à la création de l'ordre. Donc on a fait un groupe de pression, je veux dire, avec Madame Desrosiers, qui était la présidente de l'ordre québécois, pour justement réfléchir à la structuration de l'ordre. Et on a déposé le premier projet de loi. Je veux dire, parce que pour nous, c'était incontournable, même si on n'aime pas, je veux dire, cette structure, c'est la base, effectivement, à un moment donné, réglementaire de la profession. Et on avait convoqué à l'époque, je veux dire, l'ordre italien qui était président des ordres européens. Sachez qu'au niveau de l'Europe, à l'époque, il existait une coordination européenne des ordres qui nous a dit, moi, la première chose, lorsque j'ai arrivé comme président de l'ordre, c'est de supprimer la notion de paramédical parce qu'en Italie, ça existait. Et je ne comprends pas comment la France ne le fait pas. Je dirais, aujourd'hui, c'est un combat que vous devez aussi avoir. L'essence des mots est extrêmement important.
Merci. Juste avant qu'on continue le débat au café, j'aurais voulu revenir sur un point. Notamment, tu as mis en avant la prégnance du paradigme expérimental. Oui. Et revenir que cette question de la prégnance du paradigme expérimental a toujours été, oui, depuis la révolution copernicienne. Ça a toujours existé et je pense que ça existera toujours. Mais que le fait qu'il y a du débat, de mon point de vue, est nécessaire entre l'expérimental et l'opposition à l'expérimental est nécessaire. Et que, quand même, aujourd'hui, il faut reconnaître que sur les projets de recherche qui sont financés, il y a des projets qui sont qualitatifs, 100% qualitatifs. Et que les financements ne vont pas uniquement aux projets qui sont dans le canon expérimental. Bien sûr, le fait d'opter pour une méthodologie d'orientation plus clinique, plus en théorisation ancrée, plus d'approche plus qualitative, n'empêche pas, et ne doit surtout pas empêcher, les règles de rigueur qui sont nécessaires à toute démarche scientifique pour pouvoir, comme tu l'as dit, être un élément qui apporte la preuve. Et la preuve peut être apportée par des traces et pas uniquement par des approches quantitatives. Et juste aussi, et puis je m'en arrêterai là, pour dire que les statistiques ne sont pas uniquement au service des méthodologies expérimentalistes et quantitatives. Oui, il y a des données qualitatives qu'on peut analyser. On utilise les sciences mathématiques et statistiques, oui, pour pouvoir aussi donner à la preuve et construire la preuve dans des démarches qui sont éminemment qualitatives, sans parler des démarches mixtes. Voilà, juste je voulais dire ça parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des gens s'imaginent que c'est parce qu'ils ne peuvent pas demander des financements parce qu'ils sont dans des démarches qualitatives. Et d'ailleurs, si on regarde les communications qui ont lieu ici, et depuis qu'elles existent, à majorité, elles sont qualitatives ou mixtes. Voilà. Donc c'était juste pour replacer que c'est important, ça relève du débat, je vous dis, qui date depuis Copernic. Merci. Au café.